Halloween a longtemps été ma fête préférée. Pourtant, chaque année, à l'approche du 31 octobre, je m'enferme chez moi et ne sors que le lendemain quand le soleil est déjà haut dans le ciel. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en 1992, dans une petite ville au sud de la France. J'avais 13 ans et je menais une vie des plus banales, sans rien de notable à part mon adoration pour cette fête. Mes préparatifs pour l'événement se faisaient toujours au moins 15 jours à l'avance. Une année j'étais un vampire, la suivante je devenais un fantôme, et celle d'après je me maquillais en zombie. J'avais pour idée qu'un déguisement d'Halloween devait être le plus effrayant possible, et que les petites filles déguisées en fée clochette ou les garçons portant un ensemble de gendarmes avaient le don de m'énerver au plus haut point. Cette année-là, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de mon ami Samuel, qui voulait me parler d'un endroit qu'il avait repéré derrière le petit bois, qui séparait le village de la grande route nationale. Il m'avait dit qu'on pouvait y camper après la récolte de bonbons pour y passer la nuit. Je lui ai répondu que ça me paraissait être une bonne idée, mais qu'il fallait que je demande la permission à ma mère. Il a dit qu'il allait téléphoner aux autres de la bande pour leur dire de faire pareil. Puis, il a raccroché. Ma mère n'a même pas hésité quand je lui ai annoncé que j'allais camper avec mes amis. C'était une époque et un village assez calme, où la rubrique des faits divers du journal local n'était parsementée que de petites histoires comme celle d'un chat écrasé ou encore celle d'un arbre tombé sur la route. C'est au retour de mon dernier jour d'école que j'ai acheté mon déguisement. Ma mère m'a accompagné dans un magasin de farce et attrape et de déguisements. Je trouvais amusant de voir que les déguisements d'Halloween étaient adjacents à celui des événements religieux. Le déguisement de moine fou contrastait avec les habits immaculés de communion. Un masque qui a attiré mon regard et m'a fait comprendre dès le premier coup d'œil que cette année, je me déguiserais en clown. Il souriait d'une manière malsaine avec des lèvres gercées qui avaient l'air gorgées de sang. Je me suis emparé et je l'ai montré à ma mère, qui a fait tout de suite une grimace de dégoût en voyant la chose que je lui tendais. Pendant qu'elle me disait à quel point elle le trouvait le masque répugnant, j'ai cherché le reste du costume parmi tous les déguisements alignés sur le rayon. J'ai fini par trouver une chemise décorée de lambeaux de tissu multicolores et tachée d'hémoglobine. Je pensais que je pourrais emprunter les souliers de mon père pour imiter les chaussures démesurées qui portent habituellement les clowns. Une quinzaine de jours plus tard, le 31 était enfin arrivé. Je suis sorti de chez moi à 20h et j'ai rejoint mes amis devant la supérette du quartier. Nous étions que 4, alors qu'au moins 10 garçons avaient été invités. On a décidé de commencer notre tournée à l'arrivée du 5e garçon. Baptiste, lui, il était déguisé en sorcier. Il a frappé à la première porte de la rue, en remarquant le temps qui s'était écoulé avant de voir une jolie femme avec un seau rempli de sucettes. On a décidé de se séparer pour aller plus vite. Et 1 heure après, on avait rempli nos sacs de friandises et avait sonné toutes les portes de la rue. Toutes, sauf une. Nous n'avions pas osé franchir la grande grille de la dernière maison sur la droite. Elle était semi-mitoyenne et sa façade gauche donnait sur un champ. Elle avait l'air en piteux état et pourtant émanait d'elle une certaine aura de concordance avec la période d'Halloween. On s'est rassemblés devant en comparant nos sacs respectifs. Puis, on a décidé d'aller sonner tous ensemble à la porte de cette étrange maison. La porte a fini par s'ouvrir. Et à notre grand étonnement, c'est un homme d'âge moyen qui a émergé. Il avait des petites lunettes et un crâne garni de cheveux, comme un PDG ou un scientifique. Il nous a salués avec un sourire chaleureux et a commencé à étudier nos masques du regard. Il nous a finalement tendu un saladier rempli de friandises qu'on ne pouvait pas identifier. C'était des petits cubes avec un emballage en papier blanc. On en a pris une poignée chacun, on l'a salué, on est reparti en prenant soin de fermer le portail derrière nous. Il devait être 21h30 quand Samuel nous a annoncé qu'il allait nous mener à l'endroit qu'il avait repéré pour qu'on y monte notre tente. On a pris la rue dans l'autre sens et on l'a suivi jusqu'à atteindre le bois qui marquait la fin de la zone habitée du village. Le reste n'était que des champs et des prairies. On s'est enfoncé dans le bois, éclairé par nos lampes torches et en suivant Samuel qui marchait d'un pas assuré. Il s'est finalement arrêté devant un énorme rocher sous lequel on pouvait facilement se tenir debout, sans toucher la paroi. Pendant qu'on montait les tentes, je regardais autour de nous, mais la profondeur des environs ne me permettait pas de voir quoi que ce soit d'autre à part des arbres. On a essayé d'allumer un feu, mais personne ne savait comment s'y prendre. On n'était éclairé que par la lumière de la lune, et celle de nos lampes bien sûr. Assis en cercle, on se racontait des histoires de fantômes à tour de rôle, en mangeant ce qu'on avait récolté. Un des garçons a enfin posé la question dont tout le monde voulait connaître la réponse. Quel genre de friandises étaient dans ces cubes qu'on avait reçus dans la dernière maison? On en a tous ouvert un, mais ce qu'on a vu nous a pas donné envie de le mettre dans notre bouche. Ils avaient une horrible couleur mauve translucide et paraissaient être verts à leur centre. On a désigné au pierre feuille ciseaux celui qui serait le cobaye. C'est tombé sur Samuel qui a râlé avant de mettre le bonbon dans sa bouche. Il l'a sucé 5 secondes et nous a dit qu'il n'avait pas vraiment de goût. Puis il a croqué dedans et a exorbité les yeux avant de recracher ce qu'il avait dans la bouche. Il a dit que c'était absolument infect et tout le monde a ri. On s'est débarrassé des bonbons en les lançant derrière le rocher. La lune était maintenant cachée derrière les arbres et il faisait très sombre. On a décidé de rejoindre nos chambres. Je partageais la mienne avec Samuel qui portait toujours son masque de citrouille démoniaque. On n'a pas beaucoup parlé avant d'éteindre nos lampes.
Je lui ai simplement demandé pourquoi il a voulu venir ici. Il m'a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il aimait bien l'endroit. J'ai acquiescé silencieusement et je me suis retourné dans mon sac de couchage. Je me suis rapidement endormi. J'ai été réveillé par des bruits provenant de l'extérieur de la tente. Je me suis relevé pour mieux entendre. Ça ressemblait à des craquements et des déglutissions. J'ai tourné la tête et j'ai remarqué que Samuel n'était pas dans la tente. Sa couchette était vide. À genoux, toujours dans mon sac de couchage, j'ai commencé à ouvrir la tirette de la tente et j'ai vu Samuel, au pied d'un arbre, qui me fixait derrière son masque. La citrouille esquissait un affreux sourire qui me donnait la chair de poule. Je suis sorti de la tente et je me suis approché de lui en chuchotant son nom. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité et j'ai remarqué que Samuel n'était pas tourné vers moi, mais qu'il avait retourné son masque à l'arrière de sa tête. Il avait l'air penché sur quelque chose et portait toute son attention dessus. Je l'ai appelé, cette fois, un peu plus fort. Il se retournait et j'ai compris ce qui se passait. Il tenait dans sa main un lapin ou un lièvre complètement éventré. Son visage était presque intégralement rouge, coloré du sang du pauvre animal. Il m'a regardé dans les yeux et m'a adressé un petit sourire avant de porter le lièvre à sa bouche et de replonger ses dents dedans en aspirant tout ce qu'il pouvait avec des bruits horribles. Je me suis reculé précipitamment. Je ne comprenais pas son comportement. J'ai contourné le campement et je me suis caché derrière des hautes arbres tout en observant Samuel qui ne faisait plus attention à moi. Au bout d'un moment, il a jeté négligemment ce qu'il restait du lapin et a commencé à s'intéresser aux tentes où dormaient mes amis. Il s'est mis à avancer vers l'une d'entre elles, en marchant bizarrement, presque accroupi. Il a ouvert le voile de la tente et est rentré dedans. 10 secondes se sont écoulées avant que des hurlements ne parviennent. Je voyais la tente faire des grands mouvements au rythme des cris de mes compagnons. J'ai pris peur, je me suis retourné sans même essayer de les aider. J'ai couru devant moi sans m'arrêter. J'ai trébuché plusieurs fois et je ne trouvais pas mon chemin. Je continuais d'entendre les cris au loin. J'ai alors décidé de garder une direction et d'avancer droit devant moi. La lune projetait des ombres de branchages sur mon passage. Chaque bruit m'effrayait et m'encourageait à avancer encore plus vite. J'ai finalement aperçu une lumière qui semblait artificielle. C'était celle des lampadaires de la rue d'où je venais. J'y ai débouché, essoufflé. Puis j'ai encore couru jusqu'à ma maison et je suis rentré. Je commençais à me sentir un peu plus rassuré, mais j'ai directement réveillé mes parents pour les prévenir de ce qui était arrivé. Il fallait qu'ils appellent la police. Mes vêtements étaient déchirés à cause des nombreuses chutes que j'avais faites. Ça a contribué à donner la véracité de mes propos, et mon père m'a demandé de situer l'endroit du campement, tandis qu'il parlait à un agent. La police était sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi. Je n'ai jamais revu mes amis, mais j'ai pu apprendre certaines choses de mes parents, et d'autres grâce aux rumeurs. Les garçons et les tantes avaient été retrouvés en lambeaux. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie quand on les a amenés à l'hôpital, mais ils ont tous succombé suite à leurs blessures. Samuel avait les 2 jambes broyées et gisait en bas du rocher. La police a pensé qu'il avait fait une chute de plusieurs mètres de haut. Les bonbons mauves, eux aussi, ont été retrouvés. Après étude, les experts ont révélé que des cellules souches d'une pathologie inconnue étaient présentes dans le liquide gelé. Ces souches avaient un comportement et une structure assez semblables à ceux du virus de la rage. Cette même pathologie a été retrouvée dans le sang de Samuel suite à son autopsie. J'ai été interrogé plusieurs fois au sujet de ces bonbons. J'ai parlé de la vieille maison et de l'homme qui y habitait. La police a longuement investigué les lieux, mais aucun laboratoire ni aucune trace du mystérieux homme ont été retrouvés. Comme je l'ai dit, Halloween a été longtemps ma fête préférée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'aborde les citrouilles et je les redoute encore plus quand elles sourient. L'idée que l'homme qui nous a donné ces bonbons puisse encore rôder quelque part me terrorise. Je ne supporte plus la fête d'Halloween, et je n'ouvre jamais ma porte le soir du 31. J'observe les enfants déguisés par ma fenêtre et repense à cette nuit-là horrible.